Pour la première fois la semaine dernière, la SRLF, la Société de réanimation en langue française, a consacré une session aux services de réanimation en Outre-mer. On le sait, les services de réanimation ont été et sont toujours d'ailleurs au cœur de la crise sanitaire. Tous les jours, le nombre de patients en réanimation est scruté de près. Pour en parler, pour faire le point sur la situation des réanimateurs en Guyane, savoir un petit peu les choses qui ont changé depuis l'année dernière et celles qui changeront dans les années qui viennent, nous sommes ce matin avec le professeur Hatem Khalel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, professeur Khalel, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chef de pôle urgence et soins critiques à l'hôpital de Cayenne. Pour l'instant, c'est bon, je fais pas d'erreur. Voilà. Vous avez donc participé à ce rassemblement des services de réanimation dont j'ai parlé en introduction. Mais avant d'y revenir, j'aimerais juste, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des experts en la matière, moi le premier d'ailleurs, j'aimerais juste qu'on précise, que vous précisiez la réanimation. C'est quoi précisément? C'est à destination de quels patients? Alors la réanimation, c'est un service hospitalier, c'est un service clinique qui prend en charge les malades très graves, quelle que soit leur spécialité. C'est un service qui fait partie du plateau médico-technique d'un établissement parce que l'approche de soins, elle repose beaucoup sur les machines. Donc la réanimation, les soins intensifs, c'est la même chose? Alors, dans la définition, il y a le service de réanimation où les malades sont en perte de fonction de leurs organes et on les remplace par les machines. D'accord. Les soins intensifs sont les situations où il y a un seul organe qui est malade, mais pas au stade où il doit être remplacé par une machine, ou bien c'est des malades qui sont fragiles et qui peuvent à un moment basculer vers l'état réanimatoire. Et des plateaux de réanimation en Guyane, il y en a dans les 3 hôpitaux, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni? Alors aujourd'hui, il y en a 3, jusqu'à avant la crise, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la réanimation, on parle d'avant le Covid et après le Covid. Avant le Covid, on avait 13 lits de réanimation sur toute la Guyane. D'accord. Ce qui correspond à 4,5 lits par 100 000 habitants. Les moyennes à ce niveau-là, le nombre de lits par 100 000 habitants en métropole, par exemple, elles se situent dans les mêmes proportions? Alors, en métropole, c'est 7,5 la moyenne. D'accord. Ça veut dire on est l'avant-dernier département avant Mayotte. Et quand on regarde la place parisienne, il y a 11,5. Quand on regarde l'Europe, on est à 12 lits par 100 000 habitants. Donc un chiffre qui est quasiment divisé par 2 ou 3 selon les pays qu'on regarde. On est à la moitié de la norme nationale. Alors, priorité, évidemment, on va revenir tous ces chiffres que vous avez commencé à nous donner. Priorité à l'actualité concernant l'épidémie de Covid-19. Les chiffres montrent une stabilisation, on va dire, des contaminations. Mais les courbes concernant les hospitalisations, notamment en réanimation, ne descendent toujours pas. Question simple. Comment ça va en réanimation actuellement à l'hôpital? La situation, elle est maîtrisée ou bien ça commence quand même à devenir un peu limite? Alors, la situation, elle est sous tension. Oui. D'ailleurs, elle a toujours été sous tension depuis maintenant quelques semaines. Sauf que dans cette tension, on arrive à gérer les flux entrée-sortie. On arrive à avoir toujours la capacité d'admettre des patients. Bien sûr, il y a des moments où on est un petit peu bloqué. Il y a toujours le tampon qui se fait au niveau des urgences avec un environnement qui est totalement adapté et équipé pour pouvoir offrir le soin adapté et le soin adéquat, le temps que la place en réanimation se libère. Et généralement, il y a dans les moments les plus difficiles, c'était un temps d'attente d'une dizaine d'heures. D'accord, donc ça veut dire, pour résumer, qu'il y a autant d'entrées que de sorties, là, actuellement, pour les services de réanimation? Tout à fait. C'est quoi l'objectif de ce rassemblement? On a commencé à en dire quelques mots, ce rassemblement auquel vous avez participé la semaine dernière. J'ai lu notamment que sur le volet recherche, les Outre-mer et donc la Guyane manquaient de visibilité auprès des autres professionnels. C'est quelque chose que vous constatez vous aussi? Oui, tout à fait. Alors en fait, un congrès, dans l'absolu, un congrès, c'est un rassemblement de professionnels qui sont là pour échanger leur expérience. Nous, on a toujours participé à ce congrès, mais au titre de réanimateurs français. Le congrès étant international. Et ça fait un moment qu'on demande à la Société de réanimation de langue française qu'on soit identifié comme réanimateur ultramarin. Parce qu'on a nos spécificités, tant au niveau de l'exercice, au niveau des maladies, au niveau de la typologie des patients, et puis au niveau aussi de la perception de la maladie par la société, ce qu'on appelle l'interculturalité. Alors ça veut dire quoi ça précisément? Ça veut dire que chaque société elle a ses codes pour faire face à la douleur, pour faire face à la maladie, pour faire face à la mort.
Il y a des sociétés qui font face à ces situations par la prière, d'autres par le silence, d'autres par la discussion, d'autres par la recherche d'une cause ou la recherche d'une explication. Et donc en gros, si on ne s'adapte pas à ce moyen on va dire de défense de la société, on ne les aide pas à mieux gérer cette période maladie. Et donc, en gros, derrière, ça génère ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et donc, on ne les aide pas à construire un deuil si la situation se termine par un décès. Pour qu'on se rende bien compte, ces spécificités culturelles, notamment en Guyane, on est en Guyane, donc on ne va parler que de notre territoire. C'est quoi les conséquences qu'elles peuvent avoir sur vos services, notamment de réanimation? Alors, la première, c'est que avec les familles, il y a un dialogue qui s'établit, une relation de confiance qui s'établit dès l'arrivée du patient dans le service. Et donc, si nous, on ne comprend pas la famille dans son approche de la maladie et dans son concept de la mort, ce lien de confiance, il est rompu. Il peut pas s'établir. Donc, en gros, l'idée de comprendre les familles, ça fait aussi un pas vers eux, pour mieux leur expliquer, pour qu'ils acceptent plus, pour qu'ils entendent les messages qu'on leur dise, que ce soit d'amélioration ou d'aggravation. Et parce qu'en fait, la relation médecin-malade, elle est basée beaucoup sur la compassion. Et cette compassion veut dire, entre autres, une compréhension de l'autre. Donc, l'interculturalité, c'est un aspect qui est assez prononcé dans les NOM, parce que on est sur des cultures différentes, des approches différentes, un relationnel avec la famille qui est très différent. Et donc on le voit quand il y a des collègues qui viennent de la métropole pour aider, pour remplacer, là très rapidement, alors que techniquement ils sont très forts, je dirais. Et quand ils arrivent, il y a un temps d'adaptation, une difficulté à communiquer avec les familles. Donc spécificité culturelle, on va dire, de la Guyane, mais vous l'avez dit, c'est aussi commun à tous les autres territoires d'outre-mer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on trouve en particulier en Guyane par rapport, vous en avez parlé, de la métropole? Alors, il y a la particularité de la Guyane, c'est la population jeune. On a plus de 40% qui ont moins de 20 ans. Et donc, en gros, une population jeune, c'est une population qui a des maladies d'une personne jeune. Aujourd'hui, en réanimation, en métropole, avec le vieillissement de la population, on est sur la pathologie du vieux. Et cette pathologie du vieux, ça implique tout ce qui est décompensation de maladies chroniques. Pour résumer, ce sont les personnes les plus fragiles et donc les personnes les plus vieilles qui entrent majoritairement dans les services de réanimation. D'accord. Alors que, et puis en fait, il y a beaucoup d'admissions en réanimation pour des gestions de fin de vie. Alors qu'ici, on est sur une population jeune qui a toutes ses chances de s'en sortir, qui est confronté à un haut taux de traumatologie, et une traumatologie qui est particulière. Accident, par exemple. L'accidentologie, les plaies par arme à feu, les plaies par arme blanche, ce qu'on appelle les traumas pénétrants. Après, c'est une pathologie. Il y a les pathologies infectieuses spécifiques de la Guyane. Il y a des microbes qui existent en Guyane, qui circulent, que quand on les évoque avec nos collègues métropolitains, ils les connaissent pas. Quand on leur parle de la toxoplasmose amazonienne, de l'infection hantavirale, quand on leur parle de la cryptococcose neuroméningée, enfin c'est des termes qu'on entend peu dans l'Hexagone, mais ils ne comprennent pas que ça puisse survenir chez des personnes jeunes en bon état de santé antérieur. Alors, je vous cite Hatem Khalel, les perspectives de carrière et de recherche sont plus importantes en Guyane que dans l'Hexagone concernant, je me doute bien, la réanimation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que ça se fait? Alors aujourd'hui, les jeunes praticiens qui exercent en métropole sont à la recherche d'un sujet de recherche. On a tous un sujet de prédilection. Et ce sujet, ça nous accompagne pendant toute la carrière, quoi. Donc, ils sont à la recherche d'un sujet et ils sont à la recherche pour ceux qui veulent continuer dans le monde hospitalier et puis pour ceux qui veulent aller dans le monde universitaire, ils sont à la recherche d'une place. Il y a des places et il y a des sujets en Guyane. Alors, en Guyane, il y a des sujets, il y a de la place, il y a de quoi faire, il y a des moyens, il y a des patients. Et donc, en gros, il y a tout pour quelqu'un qui veut éventuellement construire une carrière, que ce soit hospitalière ou hospitalier-universitaire. Est-ce que vous auriez des exemples de recherches qui sont menées actuellement en Guyane sur le terrain de la réanimation? Alors, une des recherches... En essayant d'être le plus pédagogue possible, parce que je me dis bien que ça doit pas être simple.
ça va parler un peu aux auditeurs. Oui. On fait beaucoup de recherches sur les envenimations vipérines, sur les morsures de serpents. Et ça a commencé, en gros, on a toujours surveillé les morsures de serpents en Guyane. En 2017, il y a eu un décès qui a un petit peu agité la dynamique, où même au plus haut niveau du ministère de la Santé, ils ont demandé des explications scientifiques. Donc on s'est mis en partenariat avec des équipes internationales, avec des équipes de l'OMS. On a travaillé pour comprendre plus cette maladie. On a travaillé pour comprendre plus les médicaments qui vont plus avec cette maladie. Et puis aujourd'hui, on est au stade de recherche fondamentale. On vient de soutenir une thèse de science, une habilité à diriger la recherche centrée sur la thématique. Et aujourd'hui, on a des projets avec Costa Rica, avec la Martinique, avec l'Espagne. Et l'idée, c'est d'aller vers une gestion plus adapté aux serpents guyanais. D'accord. Donc le secteur de la réanimation qui est vraiment prometteur, on va dire, sur le territoire guyanais. Je suis tombé sur ce chiffre, Hatem Khalel, que j'aimerais bien vous soumettre concernant la création de lits en réanimation en Guyane, plus 360% depuis l'année dernière à cause évidemment de la crise Covid. Je suppose que c'est un chiffre qui va retomber une fois que l'urgence sera derrière nous, mais est-ce que vous avez commencé à nous dire un petit peu combien de lits en moyenne il y a de lits en réanimation il y a en Guyane. Est-ce que vous savez combien de lits en réa on manque vraiment en Guyane hors période d'urgence, hors crise exceptionnelle comme celle qu'on traverse en ce moment? Alors, depuis la crise Covid, il y a eu beaucoup de recherches sur combien de lits de réanimation il faut dans un bassin de population. Oui. Et en gros, la première réponse, c'est que la première approche, c'est que on a compris que finalement, quand on parle de réanimation, tout le monde ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire ce qu'on appelle nous réanimation en France, c'est pas la même chose qu'ils appellent réanimation en Belgique ou ce qu'ils appellent réanimation en Allemagne ou ce qui est aux États-Unis. Ça veut dire quand on regarde les publications internationales, ce qu'ils appellent intensive care unit, ça peut être des soins intensifs. Ce qui, pour nous, c'est de la réanimation au niveau 1. Oui. Ça peut être de la surveillance continue, c'est du niveau 2. Ou ça peut être de la réanimation, c'est du niveau 3. Et c'est ça ce qu'on entend, nous, par réanimation. Et c'est ça ce qui nous a manqué pendant la crise Covid. Donc, en gros, déjà, la terminologie n'était pas très claire. D'accord. Et donc, en gros, il y a eu un certain consensus national de parler plus de lits de soins critiques. C'est quoi donc les le niveau 3, critiques, c'est bien ça? Non, les soins critiques, ça englobe les 3. Englobe tous, d'accord. Et c'est des lits qui font de la réanimation, mais des lits qui peuvent être aussi convertis rapidement en lits de réanimation. En cas de montée en charge, en cas de débordement, en cas de crise, en cas de pic. Et donc, en gros, il a été quelque part décidé qu'il y ait 10 lits de réanimation par 100 000 habitants ou l'équivalent de 25 lits de soins critiques par 100 000 habitants. À soins critiques, il y a les lits qui sont dédiés pour la cardiologie, pour la neurologie et à la surveillance post-opératoire. Enfin, tout ça, c'est des lits de soins critiques. Donc là, on est encore loin de cet objectif en Guyane aujourd'hui. Alors nous, on est loin de cet objectif. Le ministère a annoncé une ouverture de 52 lits de soins critiques sur les 2 prochaines années. D'accord. De ces 52 lits, on dispose déjà, je pense, de 45 lits ou 46 lits. Donc en gros, il va y avoir une ouverture de 5-6 lits supplémentaires. Je pense qu'en dehors de la crise, ces lits sont suffisants pour gérer, on va dire, l'habituel, le classique. Oui, le flux quotidien. Il faut qu'il y ait toujours un plan de débordement en Guyane, parce que la Guyane, ça reste un territoire, on va dire, un peu éloigné. Et donc, en gros, le temps qu'il y ait des renforts, le temps qu'on puisse organiser des évacuations, il faut qu'il y ait un plan de débordement. Le plan de débordement, c'est un plan architectural. Et là, la question a été résolue par l'idée de dire, allez, on raisonne en soins critiques, ce sont des lits convertibles en lits de réanimation, mais aussi un plan de débordement qui est ressources humaines. Ça veut dire que au moment où ça monte, le temps qu'il y ait des renforts qui viennent ou le temps que les patients soient transférés dans d'autres services de réanimation, dans le cadre de la continuité territoriale, là, il faut qu'il y ait des personnes qui viennent aider. Donc plus de lits et plus de souplesse, pour résumer ce que vous venez de dire. Dernière question à Hatem Khalel. Sur ce point, la transformation de l'hôpital de Cayenne en centre hospitalier régional, en centre universitaire, pardon, ça va changer quelque chose pour vous? Forcément. Oui. Forcément, parce que être CHU, c'est un label.
Et avoir le label, ça veut dire qu'il y a un ensemble de prérequis qui ont été validés en amont. Oui. Être un CHU, c'est une reconnaissance de toute la dynamique de recherche qui a été faite ici, en Guyane, mais aussi qui a été faite en partenariat avec d'autres centres, oui. que ce soit en métropole ou à l'international. Mais aussi être CHU, c'est aussi un inspirateur. Ça met les projecteurs, ça met les lumières sur l'hôpital. Et donc, en gros, ce que j'avais exprimé, moi, dans mon intervention des projections de carrière, en fait, c'est là, on va dire aux gens, ici, il y a un CHU. Ici, il y a un CHU qui est en train de construire ses équipes. Ici, il y a un CHU où il y a de la place pour ceux qui veulent travailler pour atteindre le niveau hospitalier universitaire. Donc l'amélioration de la recherche, en fait, ça va de pair finalement avec l'amélioration à terme de l'offre de soins. Et puis, il y a un autre point. En quelques minutes, en quelques secondes, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Alors, un autre point, c'est qu'aujourd'hui, on a la première année de médecine guyanaise. Oui. Et donc, en gros, ça, c'est des médecins guyanais. Être CHU, c'est aussi continuer à les accompagner pendant leur période d'externat, de stage et tout. Et puis, en fait, ça permet de construire, de fabriquer, de former notre médecin guyanais de demain. On vous réinvitera, Thème Kalel, dans les mois qui viennent, justement, pour faire le point sur toutes ces questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes chef de pôle urgence et soins critiques à l'hôpital de Cayenne. Merci encore. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Radio Pays.